au cours desquelles mon client, et c'était pas facile, a été placé en garde à vue, interrogé. 16 mai 2026. Une date qui fera date dans l'histoire des médias français. Après des semaines d'une tension étouffante dans les coulisses du pouvoir médiatique, la déclaration officielle est tombée, directe et implacable. Patrick Bruel a choisi de briser l'armure pour opposer une résistance farouche aux accusations qui le visent. Je n'ai ni drogué, ni agressé Flavie Flament. Cette réplique, d'une solennité absolue, résonne comme un cri de défi. Pour la première fois, l'icône absolue de la variété française fait face à l'accusation la plus grave de son existence. Une plainte officielle pour viol déposée par l'une des animatrices de télévision les plus aimées des Français. Face à ce séisme, son équipe juridique dénonce avec force une campagne médiatique disproportionnée visant à condamner un homme avant même qu'il ne puisse s'expliquer devant les institutions compétentes. Pour vous qui m'écoutez, ce dossier touche à vos propres souvenirs, à une époque que vous avez vécue intensément. Souvenez-vous de l'année 1991. C'était l'apogée de ce que l'on appelait la Bruelmania. Un phénomène de société d'une puissance inouïe, presque irréelle, des salles de concert en transe, un public en ferveur, et au centre, un homme doté d'un ascendant psychologique et d'un charisme absolu sur l'ensemble du paysage audiovisuel. À cette époque, Patrick Bruel est le souverain incontesté d'un empire de l'audimat. Comment imaginer qu'au cœur de cette gloire aveuglante, une autre réalité, infiniment plus complexe, ait pu s'écrire dans l'ombre? Aujourd'hui, l'assurance et l'autorité affichées par l'artiste se heurtent de plein fouet aux déclarations d'une femme déterminée à faire entendre sa vérité. Dans ce duel de mémoire, où la certitude de l'un défie les souvenirs de l'autre, la vérité se cache dans les détails les plus infimes. Pour comprendre la mécanique de ce dossier, et ce qui va se jouer dans les prochaines minutes, je dois d'ores et déjà vous confier 2 clés psychologiques majeures que nous décrypterons ensemble. La première se niche en 1991, dans l'intimité d'une simple tasse de thé offerte à une adolescente de 16 ans. La seconde clé, plus troublante encore, prend la forme d'un murmure de seulement 5 mots, prononcé 15 ans plus tard, en 2006, dans la pénombre d'un couloir désert des coulisses de Bercy. Une phrase qui a instantanément glacé le sang de l'animatrice. Le décor est posé, les forces en présence sont prêtes pour une confrontation qui va redéfinir les contours de toute une génération. Pour comprendre comment une relation que Patrick Bruel a toujours qualifiée d'épisodique et consentie s'est transformée, 35 ans plus tard, en un réquisitoire implacable, il nous faut faire reculer les aiguilles du temps. Pendant de longs mois, pour les lecteurs de la presse d'investigation, et notamment du journal Mediapart, elle n'a été qu'une ombre. Un prénom d'emprunt, destiné à protéger une vie déjà si exposée, Eva, un pseudonyme comme un bouclier de papier face à la violence des souvenirs. Mais derrière ce miroir sans teint se cachait en réalité Flavie Flament. Pour comprendre la déflagration de sa plainte, en ce mois de mai 2026, il faut accepter de descendre avec elle dans les sous-sols de sa propre mémoire, là où les certitudes de l'adolescence ont été balayées en l'espace d'une seule fin de soirée de l'année 1991. À l'époque, Flavie n'est qu'une jeune fille de 16 ans. Elle effleure à peine le monde des adultes avec la candeur et la vulnérabilité propres à cette âge de transition. En face d'elle, Patrick Bruel a 32 ans. Il est au sommet de sa gloire, entouré d'une aura de pouvoir et de séduction qui intimide quiconque l'approche. Après une séance de travail, l'invitation est lancée pour prolonger la discussion dans l'intimité de l'appartement parisien du chanteur. Un cadre feutré, on lui sert une tasse de thé, et puis le grand vide. Un trou noir soudain, terrifiant, inexplicable pour la jeune fille qu'elle était. Lorsqu'elle reprend conscience, la réalité se fragmente. Flavie Flament se réveille sur un lit, enveloppée dans un brouillard cognitif total, prisonnière d'un état que les psychiatres nomment la sidération psychologique. Dans ses vœux de vérité aujourd'hui partagés, elle utilise des mots d'une détresse absolue pour décrire son état d'alors. Elle se sentait totalement inerte, incapable de commander à ses mouvements ou de formuler le moindre refus comme une poupée de chiffon. Le piège mental s'est refermé, et c'est alors que survient la sentence d'une froideur clinique prononcée par l'artiste, tandis qu'il réajustait les vêtements de l'adolescente. « Bon, allez, il est l'heure, je te ramène.
Cette phrase va agir comme un couvercle de plomb sur le traumatisme. Devant une telle asymétrie de pouvoir, face à cet homme que la France entière adule, comment une enfant de 16 ans pourrait-elle seulement imaginer être crue ? C'est ici qu'intervient un phénomène scientifique crucial pour répondre à la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Pourquoi avoir attendu 35 ans ? Ce phénomène, c'est l'amnésie traumatique. Face à un choc d'une telle magnitude, pour éviter que l'appareil psychique ne s'effondre sous le poids de l'inconcevable, le cerveau déploie un mécanisme de survie exceptionnel. Il disjoncte. Il isole le souvenir douloureux dans une zone inaccessible de la mémoire, comme un coffre-fort dont la clé est jetée au fond de l'inconscient. Flavie Flament n'a pas oublié par confort. Son esprit s'est protégé pour lui permettre de continuer à vivre, à grandir, à construire sa carrière. Putain, coffre-fort mental finit toujours par céder sous la pression du réel. Pour l'animatrice, le chemin vers la lumière a été pavé de nuits blanches d'une intensité dramatique. Récemment, alors que les témoignages d'autres femmes commençaient à s'accumuler dans la presse, la digue a rompu. Devant la répétition des récits, devant la similitude troublante des dynamiques de pouvoir décrites par ces autres voix, la colère a définitivement remplacé la peur. Chaque nuit de sommeil perdue est devenue une exigence de justice. Flavie Flament ne pouvait plus se murer dans le silence de Eva, elle se devait de porter l'affaire sur le terrain judiciaire. Non plus seulement pour elle-même, mais pour briser ce qu'elle perçoit comme un système d'impunité bien trop longtemps toléré. C'est l'argument pivot, l'arme médiatique la plus redoutable déployée par la défense de Patrick Bruel et brandie par ses avocats sur les ondes, le paradoxe des années 2000. Un argument qui en apparence sème le doute dans l'esprit du public. Comment prétendre avoir été profondément blessé, déstabilisé dans sa jeunesse par un homme, et, quelques années plus tard, choisir de l'accueillir avec autant de ferveur sur les plateaux des émissions de divertissement les plus populaires de France. Le grand public se souvient des sourires, des tapes dans le dos, des lancements chaleureux dans des rendez-vous cultes comme Star à domicile ou Tube d'un jour. Pour la défense, cette apparente complicité est la preuve évidente d'une relation normale, effaçant toute notion de contrainte. Mais pour comprendre ce paradoxe, il faut oser soulever le tapis de velours rouge de la télévision française de cette époque et en bousculer la vitrine dorée. Dans les années 2000, le paysage audiovisuel, dominé par des géants comme TF1, obéit à une seule divinité absolue, l'audimat. Les courbes d'audience dictent les carrières, font et défont les destins en quelques secondes. Et dans ce système ultra-commercial, Patrick Bruel est bien plus qu'un chanteur. Il est un talisman. Sa simple présence à l'écran est la garantie de réunir des millions de téléspectateurs et de générer d'immenses revenus publicitaires. Face à un tel enjeu économique, le pouvoir d'une jeune animatrice, même en pleine ascension, est proche du néant. Refuser de recevoir la plus grande star de la variété sur son plateau ne relevait pas du choix éditorial, c'eût été un pur suicide professionnel. La direction de la chaîne et la production imposaient en leurs règles, et le silence des coulisses était le prix à payer pour conserver sa place sous la lumière. Face à cette tentative de fragiliser sa crédibilité, Flavie Flament a opposé une explication d'une lucidité implacable dans les pages de Voici, une mise au point qui remet le pouvoir et la hiérarchie au centre du débat. Depuis le jour où j'ai eu le contrôle total de mes émissions, j'ai toujours refusé de le recevoir. Ces mots bousculent le récit de la défense. Ils rappellent que la complicité affichée à l'écran n'était qu'une construction, une obligation contractuelle. C'est ici que le drame psychologique prend toute sa dimension. Imaginez un instant le déchirement intérieur de cette femme. Lorsque le voyant rouge de la caméra s'allume, le professionnalisme exige une transformation immédiate. Elle doit afficher un visage radieux, une énergie communicative, et prononcer des paroles d'éloge pour introduire l'homme qui incarne son plus lourd secret. Mais dès que le générique de fin retentit, que les projecteurs s'éteignent et que l'illusion s'évanouit, le masque se brise instantanément dans la pénombre de la loge. Ne restent alors que les tremblements, une détresse physique profonde et le sentiment douloureux de devoir sacrifier sa propre mémoire sur l'autel d'une industrie impitoyable. Cette dualité, cette lutte
invisible entre la nécessité de survivre dans un métier de paraître et le poids d'un passé non résolu a duré des années. Septembre 2006. Le cadre de cette nouvelle étape dramatique n'est plus un appartement privé, mais le gigantesque complexe de Bercy, le temple des plus grands divertissements parisiens. 15 ans se sont écoulés depuis la nuit de 1991. Flavie Flament n'est plus une adolescente intimidée. Elle est devenue l'une des figures majeures de la télévision française, une femme accomplie et respectée. Patrick Bruel, lui, continue de régner sur la variété. Ce soir-là, alors que l'agitation des techniciens et des artistes fait vibrer les coulisses, leurs trajectoires se croisent à nouveau, loin des regards, dans la pénombre d'un couloir désert. C'est ici que se joue un moment clé de cette affaire, une véritable scène de bascule psychologique. Quand j'ai vu Patrick Bruel, Flavie Flament ressent immédiatement l'instinct de fuir, le besoin viscéral de rebrousser chemin pour échapper aux ombres du passé. Mais l'artiste s'approche. Selon le récit de l'animatrice, il brise la distance, s'approche tout près d'elle et murmure à son oreille une question en apparence anodine, mais chargée d'un sous-texte pesant. « Tu te souviens ?» Glacée par la surprise, cherchant à se protéger et à clore l'échange, elle répond par la négative. C'est alors que Patrick Bruel aurait prononcé cette réplique que l'animatrice décrit aujourd'hui comme totalement déstabilisante. D'ailleurs, on a couché ensemble. Pour les spécialistes du comportement humain, cette interaction est la définition même du gaslighting, une forme sophistiquée de manipulation mentale. Par ces quelques mots, l'artiste ne cherche pas à s'excuser ni à comprendre. Il redéfinit unilatéralement la réalité. Il prend un événement que Flavie Flament a vécu comme une fracture absolue de son intégrité et le requalifie en une aventure romantique banale, une simple passade entre deux adultes. Le choc psychologique de cette réécriture mémorielle provoque une régression brutale. En une fraction de seconde, la femme de pouvoir, la star de l'audimat, s'efface malgré elle, aspirée par le souvenir de l'adolescente terrifiée de 16 ans. La symétrie de l'emprise, que l'on croyait gommée par les années et le succès, se réactive instantanément dans le secret de ce couloir. Face à cette affirmation, Flavie Flament ressent une indignation profonde devant ce qu'elle qualifie de arrogance de l'impunité. C'est le sentiment d'être confronté à un homme qui se croit au-dessus des règles communes, protégé par sa notoriété, son influence et le silence de l'industrie. Cette phrase sonne alors comme un défi invisible, un rappel cruel qu'elle n'a pas de preuves, pas de témoins, et que sa parole ne fera jamais le poids face au monument national qu'il représente. Mais au lieu de la briser définitivement, cette provocation va agir comme un catalyseur souterrain. Ce souvenir insupportable va nourrir pendant 2 décennies une exigence de dignité qui refusera de s'éteindre. C'est cette confrontation oubliée de 2006 qui a constitué la véritable étincelle de sa démarche actuelle. Quand le ressort psychologique est trop comprimé, il se détend avec une force irrépressible. La plainte est désormais déposée, mais la forteresse de gloire de Patrick Bruel ne s'effondre pas si facilement. Son équipe juridique a déjà préparé un bouclier d'une solidité à toute épreuve. Face à la tempête déclenchée par cette plainte officielle, la riposte de Patrick Bruel ne s'est pas fait attendre. Elle s'est matérialisée sous les traits d'une défense d'une technicité redoutable, orchestrée par l'un des ténors du barreau parisien, maître Christophe Ingrin. Loin de choisir la discrétion ou le profil bas, la stratégie de l'artiste a été d'une audace rare, l'offensive immédiate. En investissant le studio de la radio RTL, l'avocat a déployé une ligne de défense qui ne se contente pas de contester les faits, mais qui tente de retourner l'opinion publique en militarisant les archives médiatiques, même que tout le monde possède en mémoire. L'élément le plus frappant de cette contre-attaque repose sur une invitation directe lancée au public et aux observateurs. La défense demande à chacun de retourner sur YouTube ou Dailymotion pour analyser les archives des années 2000. Regardez les images, disent-ils. Observez la complicité, l'ambiance sur les plateaux, les regards échangés lorsque l'animatrice recevait le chanteur. Pour les conseils de Patrick Bruel, ces vidéos ne mentent qu'ong.
Elle constituerait la preuve par l'image d'une proximité chaleureuse et d'un lien amical indéniable, totalement incompatible avec le récit d'une femme profondément traumatisée. C'est une stratégie de communication habile, utiliser les propres souvenirs heureux des téléspectateurs de l'époque pour jeter un voile de doute sur la relecture douloureuse présentée aujourd'hui par l'animatrice. Sur le terrain purement technique et légal, la forteresse de la Défense s'appuie sur deux piliers juridiques d'une rigidité absolue. D'abord, la question de la majorité sexuelle. L'avocat a rappelé qu'en 1991, Flavie Flament était âgée de 16 ans. Selon le code pénal français, cet âge constituait le seuil légal au-delà duquel une relation, en l'absence de preuves matérielles de contrainte ou de violence, n'entrait pas dans la qualification automatique d'infraction sur mineur. Ensuite, et surtout, le principe de la prescription. 35 ans séparent la nuit incriminée du dépôt de la plainte en mai 2026. Pour la défense, le droit est clair, immuable et impersonnel. Les délais légaux pour poursuivre un tel acte sont largement dépassés. Le mur de la prescription est ici brandi comme une protection infranchissable, destinée à clore définitivement le débat judiciaire. Au cœur de cette bataille de procédure, la psychologie de Patrick Bruel transparaît avec force. L'entourage de l'artiste décrit un homme profondément blessé, mais habité d'une assurance rationnelle inébranlable. Face à ce qu'il perçoit comme une injustice flagrante envers sa réputation, l'artiste refuse de fléchir. Il s'en remet à l'autorité stricte de la loi écrite pour faire face à ce qu'il considère comme un procès d'intention nourri par l'air du temps. D'un côté, une mémoire blessée portée par le souffle contemporain de l'ère #MeToo, de l'autre, la muraille inflexible du droit et de la prescription. Vers où se dirige ce choc des mondes lorsque le passé et le présent se percutent frontalement? Mais 2026, nous revoici au présent, au cœur de l'arène. Le rideau s'apprête à tomber sur notre récit, mais le véritable affrontement, lui, ne fait que commencer dans le secret des cabinets d'instruction parisiens. Face à la muraille de la prescription dressée par la défense de Patrick Bruel, les avocates de Flavie Flament, maître Corinne Herman et Sonia Canoun ne comptent pas s'avouer vaincues. Elles déploient une stratégie d'une audace juridique absolue, un concept moderne qui pourrait bien faire vaciller toutes les certitudes du droit traditionnel. La notion de sérialité. Pour contourner l'obstacle des 35 années qui se sont écoulées, l'accusation tente de démontrer l'existence d'un mécanisme comportemental continu, un modus operandi immuable qui se serait répété à travers les époques. La plainte pour viol de l'animatrice n'est plus isolée. Elle s'inscrit désormais dans un ensemble vertigineux. 8 plaintes officielles sont aujourd'hui sur le bureau des magistrats, dont 2 nouvelles requêtes déposées tout récemment, le 13 mai 2026. À cela s'ajoutent les déclarations de près de 30 femmes, principalement des professionnels du bien-être, décrivant des dynamiques d'emprise similaires lors des escales de l'artiste à Paris, Saint-Malo, Bruxelles ou au Mexique entre 1991 et 2019. L'objectif de cette stratégie est clair, prouver que le passé ne s'est jamais refermé, mais qu'il s'est prolongé en chaîne. Si la justice valide cette approche systémique, le verrou de la prescription pourrait sauter, ouvrant la voie à un examen global et sans précédent de la vie de l'icône. Pour vous qui me regardez, vous qui appartenez à cette génération qui a fêté ses 20 ou 30 ans sous les confettis des années 90, cette affaire dépasse largement le cadre strict des prétoires. Elle provoque une douloureuse fracture intime. C'est un déchirement entre 2 pans de votre propre histoire. D'un côté, il y a la bande-son de votre jeunesse, ses refrains lorgnant vers la poésie quotidienne, ces concerts acoustiques où toute une génération vibrait à l'unisson d'un idéal de séduction et de camaraderie à la française. De l'autre, il y a l'irruption brutale de valeurs éthiques contemporaines qui exigent de relire le passé à la lumière de la protection des vulnérabilités. Le public de plus de 50 ans se retrouve ainsi pris en étau, écartelé entre la fidélité à ses propres souvenirs heureux et le devoir moral d'entendre la détresse de voir rester trop longtemps inaudible. C'est l'histoire d'un monde qui change,
où les piédestaux d'hier sont interrogés par les exigences d'aujourd'hui. Quand les idoles d'une époque sont placées sous la lumière crue d'une vérité nouvelle, que devons-nous faire ? Devons-nous à tout prix protéger la nostalgie de notre jeunesse, ou devons-nous avoir le courage de regarder en face les zones d'ombre dissimulées derrière l'éclat des projecteurs ? La réponse vous appartient et elle définira sans doute la manière dont notre génération choisira de transmettre son histoire. Merci pour votre fidélité et votre attention tout au long de ce travail d'analyse et d'investigation psychologique. Si ce récit approfondi vous a permis de mieux appréhender la complexité et les enjeux de ce dossier historique, je vous invite à exprimer votre soutien. Laissez votre avis avec respect et courtoisie dans l'espace des commentaires ci-dessous. Vos réflexions enrichissent le débat. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé pour aimer cette vidéo, de la partager autour de vous et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous avec l'histoire secrète des figures qui ont marqué notre temps. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau décryptage.